Nous sommes le mardi 12 mai 2020, il sonne 11h et nous sommes heureux de nous brancher sur vous. Vous qui nous écoutez sur Canal FM à Lomé ici, mais également sur les antennes de Radio Lumière à Anéro, Radio Centrale FM à Sokoré, Radio Daoul à Bassa, Radio Sama FM à Niamtougou, Radio Courtoisie à Dapan et également les radios en ligne Eben Radio, Radio Gameli. Je n'oublie pas l'application Canal FM ou encore ceux qui vont nous suivre légèrement en différé sur la chaîne YouTube à partir de 12h30. À l'accompagnement technique d'Atevi Thomas, également Géraud Dakoucha, mais il n'est pas loin, il est tout joliment habillé comme un mannequin. Lui, c'est Victor Kokou Michel Tomega. C'est son jour d'anniversaire. N'oubliez pas, il est de la famille Tomega. Donc, préparez-vous à répondre bientôt à l'invitation. Joyeux anniversaire. L'heureux qui fête son anniversaire est de la famille Tomega, mais vous arrivez à la fête sur invitation. Et n'oubliez pas, sur les lieux de la fête, il faudra respecter la distanciation sociale en ce temps où la pandémie du coronavirus fait son entrée jusqu'à la prison civile de Lomé. Non seulement la prison civile de Lomé devient le nouvel épicentre, mais ça devient également un foyer de tension. Nous allons en parler au club de la presse de ce jour. Eh bien, au menu, les contours de la riposte au Covid-19, mais également les suites de la mort violente du lieutenant-colonel Madjoulba, avec ce qui se passe chez lui à Sioux, à Niamtougou, et la compréhension républicaine qu'il faut en avoir, et également le chef de l'État qui a prêté serment pour son 4e mandat il y a déjà 10 jours, mais des journaux l'interpellent sur la démission du gouvernement actuel et la formation du nouveau gouvernement, et également quelques questions de proximité. Autour de la table ici, Eric Hugues Parkoudio Johnson, le grand patron du bi-hebdomadaire L'Union pour la Patrie. Bonjour. Bonjour Sass, bonjour chers amis auditrices et auditeurs de Canal FM. Joyeux anniversaire à toi Michel. Merci, les autres sont pratiquement devant la porte, ils vont nous rejoindre bientôt, mais assurons-nous bien qu'ils soient bien dans le studio avant de vous les présenter. Mais déjà, à Pakoudio, nous pouvons partager la pensée du jour. Et nous sommes allés en Guinée-Conakry, pour tomber sur ce proverbe qui dit « Si tu bois l'eau de la vallée, respecte les lois de la vallée. » Encore une fois, si tu bois l'eau de la vallée, respecte l'eau de la vallée. Eric? Oui, mais c'est une évidence. Si je me réfère à la République, quand vous êtes dans un pays, comme on dit, il faut respecter les lois de ce pays. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas, par exemple, aller en France et vous comporter comme si vous étiez au Togo. Partout où vous êtes, il y a des lois qui régissent chaque communauté, chaque entité, et voilà, il faut les respecter. Tu bois l'eau de la vallée, il faut respecter les lois de la vallée. Si tu bois l'eau de la vallée, respecte les lois de la vallée. C'est un proverbe guinéen, mais qu'on peut comprendre aisément ici. Et nous enchaînons avec ce que Montesquieu a écrit dans son célèbre livre de l'esprit des lois. Montesquieu qui écrit donc que la vertu dans une république est une chose très simple. C'est l'amour de la république. Encore une fois, Montesquieu qui écrit que la vertu dans une république est une chose très simple. C'est l'amour de la république. Il est souvent avec nous les mardis, mais depuis l'état d'urgence, il se réfugie en confinement dans son Anéro natal. Lui, c'est Jeff le Prince. Bonjour Jeff. Bonjour mon très cher Sass et à mon grand frère Pape Koudio. Ça fait déjà plusieurs semaines qu'on ne vous voit plus à Lomé. C'est vrai, Sass. Et donc, vous respectez le confinement à merveille? Oui, je respecte le confinement à merveille. Je suis de corps à Anéro, de cœur avec vous. Alors. Merci. Eh bien, voulez-vous partager avec nous l'ambiance générale dans la ville d'Anéro et dans toute la préfecture des Lacs?
Oui, c'est vrai, comme toute autre préfecture, je pense que les mesures barrières, nous accentuons la sensibilisation tous les jours que Dieu fait. Les autorités locales aussi qui mettent le paquet, c'est-à-dire le comité préfectoral de riposte contre le Covid-19. Il y a le comité communal aussi qui fait son travail. Ce jour, mardi, c'est le jour du marché, du grand marché de la ville d'Anéro. J'ai déjà fait un tour au marché. Je vois un peu les forces de l'ordre de sécurité bien habillées qui sont en train de sensibiliser les gens. À l'entrée même, il y a une équipe qui est là. Si vous n'avez pas votre bavette, vous n'avez pas accès au marché. Et le personnel de la mairie qui est déployé également dans le marché, qui est le dispositif de la main dans tous les coins et les recoins du marché. Il y a un tricycle qui fait le tour de tout ce dispositif pour pouvoir mettre de l'eau, ravitailler ce dispositif de l'eau à chaque instant. Donc je dirais qu'aujourd'hui, plus ou moins, nos populations arrivent à respecter les mesures barrières. Donc la mairie de la ville d'Anéro et les bonnes volontés sensibilisent, informent, mais est-ce que la population d'Anéro et de la région s'est vraiment approprié les comportements barrières? Les comportements barrières, si nous faisons une petite évaluation, je dirais que par rapport au port de bavette, nous sommes au dernier rapport du rapport communal à peu près à 70%. Mais il reste à faire au niveau de la distanciation sociale. C'est ce à quoi nous attelons aujourd'hui, nous sensibilisons plus parce que vous savez, la communauté africaine qui veut la fraternité, l'amitié, on veut toujours se rapprocher, même les bavettes. Mais nous essayons quand même de rappeler à nos auditeurs, à nos amis qu'il faut respecter la distance aussi, c'est parce que la situation oblige. Mais par rapport au fait que nous devons tousser dans le coude, tousser dans un papier mouchoir à jeter, etc., le taux est très faible, moins d'1%, donc ça veut dire que là, on n'est pas encore habitué par rapport à cette mesure barrière. Et qu'en est-il des dispositifs de lavage des mains, notamment à l'entrée des services publics et des sociétés privées? Oui, les services publics, je pense que ça c'est super, on peut aller au-delà de 85%, et la population s'approprie, vous verrez même des gens à l'entrée de leur maison qui ont mis le dispositif volontairement, donc ça veut dire qu'on a compris la nécessité de se laver les mains régulièrement. Et si on n'arrive pas à respecter les autres mesures barrières à 100%, au moins, cette nécessité de se laver les mains régulièrement, ça rentre dans l'habitude de nos populations. Merci. La semaine dernière, nous avons appris qu'une dame qui voyageait a été finalement hospitalisée à Anéro où elle a trouvé la mort des suites du nouveau coronavirus. Est-ce que cette mort de cette patiente a créé un certain état d'âme au sein de la population? En fait, ce n'est pas la vraie version, ça, si je pourrais le dire. La vraie version, ce n'est pas que elle est de passage, mais vous savez, c'est une vieille un peu âgée qui est arrivée du Nigeria par les frontières poreuses et elle est rentrée du lac Togo de l'autre côté par un taxi moto et est allée à Vougan pour aller à un funérail, assister à un funérail. Et elle se sentait mal. Et on l'a hospitalisée dans un centre de santé de Fortune. Et après, on a constaté que son état n'allait pas. On l'a transféré à un centre de santé à Agnorokopé. C'est de là qu'on n'allait pas. Et c'est du centre de santé d'Agnorokopé qu'on l'a référé au centre préfectoral d'Anéro. Et du coup, quand elle est arrivée, l'état dans lequel se trouvait la dame et les médecins qui l'ont accueillie à l'hôpital d'Adido, Anéro, ont pris toutes les dispositions, avant de pouvoir accueillir cette dame. C'est-à-dire qu'ils ont mis le masque que les médecins mettent en cas de contamination et autres là. Et on a interdit aux portiers de recevoir la dame. Et donc, c'est les médecins qui se sont habillés comme cela se doit avant de recevoir la dame. Et du coup, le DPS a donné des instructions en même temps. On a fait le prélèvement. Le prélèvement a été envoyé à Lomé. Le temps que le résultat ne vienne au lendemain, la dame a succombé au soir du même jour. Et c'est que le lendemain que le résultat a été renvoyé maintenant, que le résultat confirme que la dame portait effectivement le virus. Mais le temps qu'on fasse le tour et rechercher le chauffeur qui l'a ramené d'Agnorokopé à l'hôpital d'Adido, le chauffeur a disparu dans la nature. Jusqu'à ce jour, on a mis à contribution les responsables syndicaux. On continue toujours par chercher ce chauffeur. Je ne sais pas, à l'heure où je vous parle, je n'ai pas encore le retour si on l'a eu ou pas. Donc voilà un peu comment la situation s'est présentée. Mais si je reviens à ta question, c'est vrai que ça a créé une psychose dans la ville d'Anéro, mais je rassure les gens qu'en réalité, le cas n'a pas été détecté à Anéro, mais c'est un malade qui a été transféré malheureusement
le test révèle positif que cette dame est morte de coronavirus. Alors justement, est-ce que le DPS d'Anéro, avec son collègue de Vaughan, ont pu se rendre à Ninokope et à Vaughan pour identifier toutes les personnes qui ont été en contact avec cette pauvre dame? Oui, à l'heure où je vous parle, je ne pourrais pas donner tous les détails dessus, mais en tant qu'homme de médias, j'ai fait le recoupement. C'est vrai que le DPS m'a rassuré qu'il a appelé immédiatement son collègue de Vaughan et un travail se fait en ce sens. Donc, du coup, on n'a pas encore les résultats. J'attends à la prochaine réunion du comité de riposte. Donc, on verra, peut-être le préfet va nous instruire, va nous donner les détails nécessaires par rapport aux dispositions qui ont été prises. C'est vrai que, en même temps, les deux petits-fils ou bien les arrière-fils de la vieille qui était décédée ont été mis en quarantaine. Donc, le prélèvement apparemment sera fait aujourd'hui et donc on attend les autres jours pour voir si on a ciblé d'autres personnes dans le sillage de cette dame qui a été succombée. Merci. Et pour terminer, vous avez dit que la dame est venue depuis le Nigeria. Elle est entrée dans le Togo par Vaughan, à Ninokope, avant de venir à Anéro. Cela pose le problème de la porosité de nos frontières et du passage au sein des bouclages de zones. Alors, il y a la frontière officielle de Sanvi-Kodji. Oh, Dieu seul sait, toutes les frontières clandestines, le long du Mono avec le Bénin. Est-ce que vous avez pu vous assurer du contrôle aux frontières et entre les préfectures? Non, quand nous parlons de contrôle au niveau de la préfecture, au niveau de la douane, c'est la douane officielle. Tu as parlé des douanes poreuses dont je venais de parler tout à l'heure. Au niveau de la douane de Sanvi-Kodji, nous avons fait un travail en ce sens. Je pense que les dispositions ou les consignes sont bien respectées. Et ceux qui sont à la frontière, vous n'avez pas de passage. Maintenant, si nous-mêmes, concitoyens, nous créons ces frontières poreuses de fortune, où les conducteurs de taxi moto sont mis à contribution, qui font de l'argent en cette période, je pense que c'est en ce sens que nous devons sensibiliser les gens. Sinon, les forces de l'ordre de sécurité font leur travail. Au niveau du bouclage de Ninokope, depuis un moment, on a dénoncé un certain nombre de choses. Un jeune commissaire qui est là, depuis un moment, on a vu qu'il y a beaucoup d'améliorations, il y a des sensibilisations qui se font en ce sens. Et petit à petit, j'ai compris que nous prenons conscience de la situation et c'est en cette manière que nous allons tous lutter contre cette pandémie. Merci à vous, Jeff le Prince. Observez bien le confinement avec tous les gestes barrières de rigueur. Nous avons envie de vous retrouver en chair et en os très bientôt au studio aussi. Ça me ferait plaisir et c'est l'occasion pour moi de dire bonjour à tous les auditeurs qui nous suivent, à tous les auditeurs qui me réclament tous les jours. Je leur dis que je me porte très bien et Inch'Allah, les jours à venir, on se retrouvera en studio en chair et en os. Bonjour à Hugues. Et pour vous prouver qu'il vous aime bien, notre Dieudonné Monchoso Korolakina s'est transporté exceptionnellement et il a pris même votre siège ici au studio, Jeff. Waouh! Bon, enfin, si Dieudonné prend mon siège, je ne suis pas jaloux parce qu'il est né un 11 janvier comme moi, donc c'est mon numéro. Il n'y a pas de souci. Dieudonné, tu assures, seulement le siège. Dieu seul sait si c'est vraiment le 11 janvier que vous êtes né. Monchoso Korolakina, bonjour. Bonjour très cher Sas, bonjour auditrices, auditeurs de Radio Taxi, de Radio Canal FM. Les lapsus ont leur sens quand même. Ouais. Merci, donc n'oublions pas la pensée du jour, c'est ce proverbe guinéen qui dit: si tu bois l'eau de la vallée, respecte les lois de la vallée. Pendant que Montesquieu a écrit dans son célèbre livre de l'esprit des lois que le temps que nous ajustions un peu notre bavette, Montesquieu qui écrit que la vertu dans une république est une chose très simple. C'est l'amour de la république. Monchoso, Eric Hugues Johnson, moi-même et nous tous les autres faisons l'effort d'aimer, d'avoir de l'amour pour notre république. Monchoso, vous nous direz que la République togolaise est de loin perfectible, mais justement, travaillons à en faire une bonne république, Monchoso. Mais j'ai tout simplement envie de bondir sur la phrase d'un célèbre journaliste d'une grande radio, aujourd'hui paix à son âme, qui avait habitué nos oreilles, qui avait habitué nos sens à cette belle phrase. Travaillons tout simplement à la beauté des choses parce que chaque jour est une vie. Et quand on est citoyen d'un pays, quand on est citoyen d'un pays, un pays qui suppose plusieurs cultures, plusieurs traditions, plusieurs religions, plusieurs beautés, plusieurs sites touristiques, etc., etc., mais on ne peut que, en toute situation, œuvrer à défendre sa patrie. Vous savez, les militaires
les militaires surtout, les hommes en tenue, savent très très bien le dire, en ce sens que tout ce qu'un homme en tenue, tout ce qu'un militaire fait, il le fait en disant qu'il défend les couleurs nationales. Et je pense que à un moment, il serait intéressant que nous nous mettions aussi dans la perspective, par exemple, d'un militaire qui, en toute situation, se dit que il défend les couleurs nationales. Merci. Travaillons tout simplement à défendre. Vous parliez de notre feu confrère Laurence Adoul, qui aimait commencer et terminer ses journaux sur RFI par cette phrase devenue célèbre. Chaque jour est une vie. Travaillons à la beauté des choses, mais travaillons à organiser une riposte efficace du Covid-19, le fameux nouveau coronavirus qui continue à faire vraiment mal un peu partout. Le confrère La Manchette, paru aujourd'hui, il consacre une partie de sa manchette qui écrit « Engagé contre le Covid-19, lassitude non, discipline oui, protégez-vous, protégeons-nous », comme l'écrit La Manchette. Et Eric Hugues Pakudjo, ce que écrit La Manchette s'adresse à nous tous. Ne nous laissons pas aller à la lassitude, mais continuons à nous montrer disciplinés. Protégeons-nous, d'autant plus que le virus fait vraiment rage. Ouais. Et ça, tout à l'heure, je viens d'avoir une conversation avec un collègue, un confrère burkinabé, qui me dit que franchement, chez eux, il y a eu plus d'une 50aine de morts du coronavirus, et que le constat, c'est que depuis que ça a commencé au mois de mars, que les gens se disent déjà fatigués de porter des cache-nez, fatigués de respecter les mesures barrières. Mais je lui ai juste répondu que chez nous, c'est peut-être ce qu'il faut nous faire, et mettre des mesures plus drastiques que ça pour que le Covid-19 ne se répand pas comme on le constate ailleurs en Europe et sur les autres continents. Parce que ce qui se passe aujourd'hui, c'est vrai, 2-3 mois, c'est un peu lassant, mais on ne doit pas arrêter de respecter les mesures barrières. C'est aujourd'hui les seules possibilités que nous avons pour éviter la contamination à flot de ce virus-là. Nous sommes des humains. Nous sommes exposés tous les jours à des maladies. Mais ce virus-là nous fait savoir que nous ne respectons pas l'hygiène de vie. Et c'est ça qui aggrave la situation. Du coup, franchement, ça, je pense que on ne doit pas se lasser de faire la sensibilisation. Et nous-mêmes, en tant que citoyens, on ne doit pas se lasser de respecter les mesures barrières pour éviter la contamination à grande échelle de ce virus-là. Parce qu'il n'existe pas encore de médicaments, il n'existe pas de vaccins. Les gens sont en train de travailler, bien sûr, mais les résultats de ces recherches-là, on les aura qu'après plusieurs mois. Merci. Et en attendant, ne nous laissons pas tomber à la lassitude, parce que l'Allemagne, qui est l'un des meilleurs élèves en Europe, a commencé à déconfiner, et depuis hier, nous apprenons que les contaminations reprennent en Allemagne. Et tout à côté ici, à l'ouest, c'est le Ghana qui a commencé à déconfiner. Et hier, nous apprenons que seulement dans une usine à Tema, il y a eu plus de 500 contaminations. Les contaminations qui repartent en hausse au Ghana. Et chez nous ici, en fin de semaine dernière, le communiqué du gouvernement nous informait que, se basant sur le rapport du comité scientifique, la contamination se stabiliserait ici dans le Grand Lomé. Du coup, le gouvernement a allégé quelque peu le couvre-feu. Et c'est dans ce moment précis que les contaminations reprennent également, dont notamment un cas qui fait vraiment problème au sein de la prison civile de Lomé. La prison civile de Lomé, où il y a 48 heures, on a trouvé une vingtaine de contaminations.
On n'a pas fini d'en débattre quand la situation a commencé par flamber ce matin même à la prison civile de Lomé, Montchosso. Tout à fait. Nous avons été tous surpris ce matin d'apprendre qu'une situation d'émeute s'est présentée à la prison civile de Lomé. Des prisonniers qui, entre guillemets, légitimement, se fondant justement sur le nombre de cas découverts il y a 2 jours, ont voulu justement que l'administration pénitentiaire puisse prendre des mesures pour les protéger d'une certaine manière. Je pense que c'est normal, face à ce mal, que les prisonniers expriment quand même cette inquiétude. C'est tout à fait normal, parce que ce mal n'est pas une personne. Tu parlais tout à l'heure justement de la propagation de la vitesse de la contamination, mais c'est tout à fait vrai. Et quand on sait quand même qu'on a une maison carcérale à Lomé qui est surpeuplée, il y a encore des raisons d'avoir effectivement peur quand on est prisonnier, quand on est détenu. Maintenant, moi j'ai lu une dépêche de Afripresse ce matin avant d'arriver, où Afripresse a donné la parole au directeur de l'administration pénitentiaire qui expliquait effectivement que depuis hier, en tout cas, bon nombre de détenus sont entrés en négociation avec l'administration pénitentiaire. Il était question de voir justement, d'analyser, d'étudier ensemble des mesures à prendre pour éviter effectivement que... Mais on sait quand même que au début de la crise, le gouvernement fait des efforts en libérant un certain nombre de prisonniers, mais sauf que ça ne suffit pas. La maison carcérale de Lomé reste surpeuplée. Bon, maintenant, je vais sauter un peu du coq à l'âne, parce que tu as abordé la question aussi. Et moi, l'assouplissement de la mesure, la dernière fois par le gouvernement, en allégeant le couvre-feu, c'est une très très bonne chose. C'est une très bonne chose. Mais je pense qu'à côté, il faut vraiment intensifier la sensibilisation. Parce que, mais quand on dit dans un communiqué justement que compte tenu justement du rapport du comité scientifique, etc., mais ça risque de donner l'impression aux gens que bon, écoutez, d'une certaine manière, on est à l'abri, eh bien, on peut se lâcher maintenant. Du coup, vous avez l'impression d'ailleurs que les bars ont commencé par Lomé reprendre du poil de la bête, ça boit un peu partout, les gens se rassemblent. Ça, je pense qu'à côté de ce communiqué, il faut sérieusement intensifier la le sensibilisation. communiqué avait chuté par l'exhortation au respect quand même des gestes barrières. Pour moi, ce sont des communications muettes. Mais la sensibilisation, moi j'entends par sensibilisation tout ce qui peut participer justement à aller vraiment de façon agressive, entre guillemets, vers les gens, pour leur faire comprendre que, attention, c'est vrai, nous avons décidé justement d'assouplir certaines mesures, mais attention, le risque est là. Tu as évoqué le cas du Ghana, c'est clair. Le Ghana a évoqué comme raison, et c'était tout à fait pertinent, que le confinement, c'était pas vraiment africain. Mais sauf que quand le Ghana a déconfiné les 2 villes, eh bien, on a les résultats sont là. 2000 contaminés en une journée. Même chez nous ici, la plupart des cas de contamination qu'on a enregistrés dans la préfecture de Wawa et surtout de la plaine de Mo, et même un peu plus au nord, nous sommes venus de nos voisins et proches parents du Ghana. Primus, le temps d'abord que nous accueillons Primus. Primus, bonjour. Bonjour, chers amis. Les éditrices et les éditeurs, merci pour le retard ce matin. C'est bien de porter la bavette, mais faites en sorte que votre voix soit bien audible auprès des auditeurs. Oui, Eric. Quand mon collègue parlait tout à l'heure de la prison civile de Lomé, et il disait que les prisonniers réclament plus de protection pour que le virus ne se répande pas totalement dans toute la prison. Je dis oui, c'est une réalité qu'il faut protéger les gens. Et je crois que c'est surtout sur cet aspect-là qu'il faut mettre l'accent. Par contre, quand les gens demandent à ce qu'on libère ces prisonniers, je dis que c'est créer encore plus de problèmes. Si ces gens-là, déjà, on a eu des contaminations, une vingtaine en 2 jours, et ils ont eu des contacts dans la prison, donc ça veut dire qu'il y a des cas suspects.
Alors, si on libère ces cas suspects, on s'attendra à quoi? Parce que quand vous sortez de la prison, vous allez en famille. Alors, déjà, ça s'élargit. Donc, je pense que le vrai souci de la prison de Lomé aujourd'hui, c'est comment trouver des moyens, des voies et moyens pour pouvoir protéger l'ensemble de la population carcérale qui est déjà très élevée. Voilà. Voilà, donc la prison civile de Lomé, qui est déjà surpeuplée, cela pose des problèmes de promiscuité. Et avec les émeutes ce matin, nous apprenons que un pan du mur de la prison aurait été défoncé. Et ça chaufferait entre les prisonniers et leurs gardes. Mais nous apprenons également que le prisonnier, qui n'est pas des moindres, Pacha Nyasingbe, aurait été exfiltré de la prison civile de Lomé et mis en sécurité en un lieu pour le moment inconnu, du moins de nous. Mais Primus, on peut dire que la prison devient une véritable arête. Déjà que depuis dimanche, nous apprenons que certains des malades, des prisonniers malades qui ont été transférés au CHR de Lomé se sont offerts la belle étoile. 2 ou 3 qui se seraient enfuis, on ne les a pas encore retrouvés, que ça chauffe maintenant auprès de leurs camarades. Oui, je vais vous surprendre un peu, mais nous faisons beaucoup trop économie de notre armée. Parce que dans des périodes pareilles, c'est là où on doit avoir le rôle protecteur de l'armée, pour venir suppléer au manquement du déficit civil. On ne les voit pas. Il y a déjà la sécurité, le service de la fonction pénitentiaire qui veille sur la sécurité des prisons. Elle est insuffisante. Dans des conditions pareilles de crise collective, quoi de plus normal que l'armée soit aux côtés de la population civile, justement pour la protéger. Elle a plus de moyens de protection que les autres. Pourquoi ne met pas ça à titre temporaire au service de la population? Je vais peut-être dire à Primus que l'armée est sur le terrain. Je ne sais pas si on va en parler, mais je te dis que nous avons essayé, dans une occasion qui nous a été offerte, de parcourir le territoire de Lomé jusqu'à Sokodé. Et nous avons essayé de faire un reportage en ce temps de Covid-19 et nous avons vu partout l'armée à tous les points de contrôle. L'armée est sur le terrain. Je pense que c'est pas forcément on ne s'est pas compris. C'est pas seulement les éléments de la force Covid anti-pandémie Covid-19 qui portent des brassards. Non, on a vu l'armée sur le terrain. J'allais venir parce que vous faites un article intitulé « Retour d'un voyage de Lomé à Sokodé en période de Covid-19 ». Rigueur, l'article dit que vous avez pu noter de la rigueur dans le contrôle routier, mais en même temps cette rigueur sécuritaire qui contribue à asphyxier quelque peu les petits commerçants. Oui, parce qu'il n'y a plus de voyages inter-préfectures. Donc, les gens ne voyageant plus. Donc, les petits commerçants qui sont dans les lieux de... comment je peux appeler ça? De transit, d'hébergement et tout ça, tous ces commerçants-là ne vendent plus rien. Ils n'ont plus rien d'ailleurs à vendre parce que les gens ne passent pas, plus de commerce. Et très sincèrement, nous avons quand même écouté certains qui sont vraiment carrément aux abois. Eh bien, la rigueur qui est au point des contrôles de zone. Conséquence, les petits commerçants se trouvent asphyxiés. Mais l'article dit également que vous avez noté que les mesures barrières ne sont pas du tout respectées à l'intérieur du pays. Ah oui, ça c'est un grand souci aujourd'hui. Je ne sais pas comment la sensibilisation se fait au niveau de l'intérieur du pays, mais le constat est que vous passez dans une bourgade à 40 km de Tchamba, pratiquement 99,99% des populations ne portent pas de masque. Et il n'y a pas
il n'y a pas de lave-mains, de kits de lave-mains, de gel hydroalcoolique ou je sais pas, mais c'est quand même curieux. Et vous allez dans les chefs-lieux de certaines préfectures, c'est à l'arrivée des forces de l'ordre que vous voyez les gens rapidement mettre leur cache-nez. Même dans le bureau officiel. Dans les bureaux officiels, on peut dire que c'est un peu plus respecté. Par contre, aux alentours de l'administration, etc., vraiment, les gens ne respectent pas les mesures barrières. Et c'est très inquiétant. Eric, il y a un décret du chef de l'État daté du 30 mars qui a créé une coordination nationale qu'assume le colonel médecin Djibril, mais il y a des démembrements de cette coordination au niveau des préfectures. Alors, les préfectures que vous avez visitées là, est-ce que vous avez pu noter la présence de ces coordinations préfectorales? Et justement, c'est ce que j'essayais d'expliquer, c'est à l'arrivée de ces membres de comité préfectoral là, que les gens essaient de mettre leurs bavettes. Les bavettes sont mis juste au menton. Sous le menton. Sous le menton. Les gens ne mettent pas les cache-nez. On parle de cache-nez, mais les nez ne sont pas cachés, ni la bouche. Donc, évidemment, il y a un souci. C'est pour ça, je pense que le bouclage de certaines villes du pays est très important. Parce que une fois qu'un individu va attraper ce virus-là dans un milieu, et franchement, on aura un grand souci. Votre article a le mérite de réveiller certaines personnes parce que, nous le disions, le virus est déjà présent dans les villes de l'intérieur, dans la préfecture de Wawa, de la plaine de Meaux, la préfecture de Loti, de Saint-Cassé, de Thône. Alors, si pendant que le virus se répand à l'intérieur, si les compatriotes peuvent se permettre également d'ignorer ces mesures barrières, alors il est à craindre qu'on ne sorte pas de sitôt de l'engrenage. Oui. Mais Primus... et Eric me confirme le manquement qu'il a remarqué et dont il parle. Mais l'armée, justement, peut nous aider là, en mettant ces kits de lavage de mains à la disposition des gens. Elle doit en avoir, justement parce qu'elle est armée. On va d'abord écouter Primus terminer. Elle doit en avoir, puisque c'est un corps qui est autosuffisant. Vous voyez, si elle met quelques histoires à la disposition de ces populations pauvres, mais ce que vous dites là, ça peut se comprendre, mais sauf que le gouvernement a créé une coordination au sein de laquelle siègent aussi bien les militaires, la police, la gendarmerie, que l'administration publique. Oui, pour le moment, c'est le côté sécuritaire qu'il voit. Comment bloquer les villes, comment limiter le mouvement des gens et le reste. Mais ce que vous dites là, c'est plutôt renforcer les attributions de la coordination, comme ça, et le message passerait beaucoup mieux. Oui, donc c'est ça. Eric, un peu plus curieux. Vous savez, généralement, je dis que la ville d'Atakpamé est un centre commercial et qu'il ne faut pas négliger, surtout dans les enquêtes sociales, économiques et sanitaires. Dans cette ville-là où la maire est accompagnée de la force anti-Covid de 2019, elle a circulé dans sa commune pour expliquer aux gens l'importance des mesures barrières. Dans cette même commune, vous trouvez des gens qui vous disent « Allez-y, ce dont vous parlez là, c'est pour les gens de Lomé. » C'est-à-dire cette conception de la chose, franchement, m'a rendu, je ne sais pas, perplexe. Je dis, qu'est-ce qui va se passer? Donc aujourd'hui, ça veut dire que si la sensibilisation ne s'accentue pas, on n'a pas encore atteint le pic de contamination dans notre pays et il faut faire très attention. Si déjà, quelque part où la sensibilisation a été déjà faite, les gens continuent
pas réfléchir de cette manière-là, je crois qu'il y a un vrai danger pour nous dans ce pays. Il y a un vrai danger. Hier déjà, on a observé 7 nouvelles contaminations. Nous attendons les chiffres du jour. Le mal se répand, mais une bonne partie de l'opinion continue à se montrer désinvolte, voire même insouciante, Montoso. Non, avant de parler même d'une bonne... de cette frange de la population de Lomé, je voudrais revenir sur certains aspects de l'article de Eric, qui me semble un très très bon article. Le fait de remonter comme ça l'itinéraire pour attirer l'attention des uns des autres sur le problème. Bon, parce que le même problème se pose dans presque tous les domaines. L'intérieur de notre pays se présente toujours comme coupé du grand centre, c'est-à-dire Lomé. L'information, vraiment, presque tout est concentré à Lomé. Et c'est pour ça que une véritable sensibilisation amène nécessairement à des changements de comportement. On est bien d'accord. Si, tant Eric remarque effectivement, comme il a remarqué sur le trajet, que on a l'impression que le message ne passe pas vraiment à l'intérieur, etc., etc. Mais oui, c'est l'occasion vraiment de déployer toute la théorie aussi sur l'intérieur et de voir justement comment travailler à ce que la sensibilisation puisse amener à des changements de comportement. Sinon, mais attends, on parle de sensibilisation, mais finalement, à quelle fin? On n'a pas de résultats, on se pose des questions et nous nous rendons compte, puisque pas plus tard que la fin de la semaine dernière, on se rend compte que de nouvelles routes de contamination sont trouvées, à Néhor, Vaughan, etc., etc. Mais il y a un problème. Donc, le vrai problème, c'est comme si tout se concentre toujours à Lomé. On fait tout sur Lomé, on oublie l'intérieur. Et c'est grave parce que ce matin, une consoeur m'a appelé pour savoir si le club de la presse est relayé dans la procédure de la COSA. Je lui ai dit malheureusement non, et elle a tenu la tête parce qu'elle dit dans son village de Tchare, elle a appelé ses parents hier, c'est comme si les gens de Tchare ne savent même pas qu'il y a pandémie du nouveau coronavirus. Tchare à quelques encablures de la ville de Kara. Alors vous imaginez encore, Eric, vous devez continuer votre périple jusqu'à Saint-Cassé et pour nous informer amplement. Comme je vous l'ai dit, c'est pas une occasion exceptionnelle qu'on a fait le périple, et là ce qu'on a vu quand même est très touchant et franchement on a peur. On a peur de ce qui peut arriver si la sensibilisation ne va pas dans ces contrées de notre pays où les populations aujourd'hui sont en contact avec des compatriotes qui reviennent des pays frontaliers comme le Ghana et le Burkina Faso. Eh bien, terminons avec cette interpellation du confrère La Manchette. Engagé contre le Covid-19, lassitude non, discipline oui, protégez-vous, protégeons-nous. Et c'est pas fini. Nous notons avec satisfaction beaucoup de cas de guérison. Mais est-ce qu'une personne guérie du nouveau coronavirus ne présente plus des risques? Il y a un petit doute là-dessus parce que Eric Pakujo, vous écrivez à la page 2 que après la disparition des symptômes, certains malades peuvent toujours infecter d'autres personnes autour d'eux. Oui, et au fait, c'est par rapport à certains cas qui ont été trouvés en Italie ou en Espagne, où la pandémie a véritablement fait rage. Donc, des personnes guéries qui sont sorties de l'hôpital, qui ont encore infecté d'autres personnes. Cela a été, les médecins l'ont trouvé quand même un peu bizarre, et ils sont en train de mener des enquêtes pour voir si une personne censée être guérie du Covid-19 doit tout de suite commencer par avoir des contacts. Et ils sont en train de mener des recherches intensives là-dessus. Merci, on n'a pas fini avec le nouveau coronavirus. Qu'une nouvelle infection meurtrière se déclenche cette fois-ci dans la préfecture d'Azaoun.
c'est un troupeau de porcs qui est décimé par cette infection meurtrière. Information avérée du ministère de l'Agriculture. Bien sûr, le ministère de l'Agriculture a fait un communiqué pour situer les uns et les autres que dans la préfecture de Lavé, plus précisément à Azaon, qu'il y a une peste porcine qui vient de décimer une porcherie dans cette localité-là. Et donc, les dispositions sont en train d'être prises pour que cela ne se répande pas tout de suite. Les autres ports de la concession ont été carrément abattus. Et donc, aujourd'hui, il y a la possibilité d'une vaccination dans toute la zone. Merci. Eh bien, un ami qui nous dit que c'est trop loin d'aller jusqu'à Tchare pour dire que les gens ne sont pas informés du nouveau coronavirus. Ici à Goé, les cabarets de Tchoukoutou ne désemblissent pas et les gens vous rient au nez quand vous parlez du Covid-19 à Goé ici. Alors attention, Primus. Je ne sais pas, est-ce qu'il faut aller dans chaque maison pour leur porter le message? Non, à Tchare, par exemple, on peut créer une radio communautaire. Mais déjà à Goé ici, avec toutes les radios, télévisions, toutes les émissions qu'on fait, les cabarets de Tchoukoutou vous disent qu'il n'y a pas de coronavirus. Autour de la gare de Tchoukoutou, malheureusement, la radio n'est pas permise. C'est la radio humaine. Les gens veulent raconter leur bravoure du village. En fait, le problème, c'est que autour de l'alcool, on n'a toujours pas pleinement ses sens. Mais déjà, dans les cabarets, est-ce qu'il y a la distanciation sociale dans les cabarets de Tchoukoutou, ou bien de Tchakpalo, ou bien de Sourabi? Autour de l'alcool, vous savez, il est difficile de poser des questions, parce que les gens ne sont pas complètement lucides pour pouvoir, entre guillemets, dire des choses sensées, il me semble. Donc... Quand on me parle justement des cabarets de Tchouk, on peut comprendre justement que c'est des gens qui étaient en état d'ébriété qui... Mais déjà, quand on parle de cabaret, il faut voir déjà les bars qui s'ouvrent dans l'après-midi où la distanciation sociale n'est pas respectée déjà. Et ça, c'est inquiétant. Maintenant, vous parlez de cabaret, vous quittez le bar pour un cabaret, sachez que... les gens ne peuvent pas, à ce niveau-là, respecter la distanciation sociale. Merci. Surtout qu'ils veulent boire ensemble, en tout cas, passer du bon moment. Nous allons continuer à accentuer la sensibilisation, comme nous y exhorte encore une fois les journaux aujourd'hui, la Manchette, Liberté, l'Union pour la Patrie et d'autres médias que vous pouvez consulter sur les pages numériques. Venons-en aux suites de la tragique et violente mort du lieutenant-colonel Toussaint Bitala Madjoulba. Nous savons déjà que son successeur a pris le commandement du BIR depuis le week-end dernier, mais ça continue à alimenter les débats, notamment dans sa région d'origine, à Sioux et à Niamtougou. Aujourd'hui, c'est la Manchette qui titre « Assassinat du colonel Madjoulba, indigné, les partis politiques saisissent le chef de l'État ». Ça devient donc un feuilleton. Tous les partis politiques, presque tous les partis politiques disent s'indigner des circonstances de cette mort et interpellent directement le chef de l'État pour que toute la lumière soit faite là-dessus. À ce niveau, il faut rappeler que dès que cette tragique mort est survenue, le procureur de la République a diligenté une enquête judiciaire qui suit son cours. Et le week-end, nous avons appris que le chef de l'État, ministre de la Défense, a également créé une commission spéciale présidée par le général Yak pour nous montrer toutes les circonstances, tout l'éclairage autour des circonstances de cette tragique mort. Ça, il est très très difficile d'aborder ce sujet parce que, mais quand nous voyons tout le développement qu'il y a depuis le lundi dernier, enfin le lundi 4 mai, il y a déjà 9 jours. Il y a 9 jours, quand nous voyons tout le développement autour,
Et surtout, les récents faits à Dufelgou, la préfecture d'où est originaire le colonel défunt, ça fait froid dans le dos, ça fait très mal. Mais d'abord, on ne peut que commencer par présenter des compassions. C'est important, je crois même que les mots sont faibles en ces circonstances. Les mots, on n'a pas de mots pour vraiment présenter des compassions. Mais maintenant, il y a deux aspects de la chose qui me semble important à évoquer. D'abord, les réseaux sociaux et les enchères qui ne font que monter. Parce que tout ce que les réseaux sociaux nous servent dans cette affaire n'apporte absolument rien ou n'aide pas du tout à élucider cette tragique disparition. Alors, vous savez très bien, d'abord, quelqu'un s'est présenté comme le beau-frère du défunt colonel qui a fait ses développements. Je préfère qu'on laisse de côté les informations au hasard et qu'on ne parle que de ce qui est le plus possible avéré. En fait, il faut quand même, oui, parce que nos auditeurs, on est tous suspendus aussi à ça. Mais oui, parce que les réseaux sociaux nous écrasent, nous informent, nous écrasent. Il faut être un esprit élevé pour justement pouvoir s'élever, faire sa religion entre tout ce que les réseaux sociaux nous servent. Bon, il y a ça. Mais deuxième chose, il y a toutes ces sorties justement des partis politiques, des leaders politiques. C'est tout à fait normal. C'est tout à fait normal. Presque tous les responsables politiques ont fait des réactions, c'est normal. Mais moi, je pense que par rapport à ce qui se passe dans la localité, à Niamtougou, etc., mais dans un sursaut, je pense très humblement que nos hommes politiques peuvent, à côté justement de ces réactions, qui sont tout à fait légales, légitimes, ils peuvent faire des efforts pour se mettre ensemble, surtout ces leaders qui viennent de la localité. Je pense par exemple à un certain Derrick Tama, qui est de la localité. Je pense par exemple à un certain Wala Perkouman, de l'ADI, qui est de la localité. C'est en mettant de côté leur obédience politique et dans un sursaut pour aller parler à leurs frères. Parce que, en vérité, mais les circonstances de ces décès nous refroidissent tous. Quand on est Togolais, quand on a ces bons sens, on ne peut qu'avoir mal. Et ça, je ne vois personne se réjouir de ce décès. Mais donc, plutôt que... alors, l'idée est de travailler sérieusement, aller apaiser la tension dans le canton. Merci, c'est dans ce sens... C'est très important, ouais. Parce que, en vérité, ouais. On assiste à des réactions qui ont tendance à jeter l'huile sur le feu. Ce n'est pas le moment. Ce n'est pas le moment, c'est une question déjà très très sensible, sauf que, comme l'écrit le confrère Liberté, les ministres Bawara et Bataka, qui sont de la localité, ont été dépêchés sur les lieux. Et Liberté écrit que Bawara et Bataka ont été déclarés indésirables dans la famille Madjoulba, qui n'a pas voulu recevoir les deux émissaires du gouvernement qui sont fils de la localité. Et comme l'écrivent encore beaucoup de journaux, ça a pratiquement dégénéré hier à Dufelgou. À 4 jours d'intervalle, les parents, la famille, les parents de Madjoulba ont encore parcouru la douzaine de kilomètres de Sioux jusqu'à Niamtougou. Hier, d'après ce que nous apprenons, ça a été chaud. Le préfet a dû être exfiltré, le secrétaire général qui aurait passé un mauvais quart d'heure. Et puis pour disperser la foule, ça aurait tiré, gaz lacrymogène. Nous apprenons même qu'un manifestant a été atteint à l'épaule. Dieu merci, sa vie n'est pas en danger. Il a été évacué à l'hôpital de Kara. Mais Primus, l'allure que les suites de la mort de Madjoulba prend chez lui dans le Dufelgou. Ah ça, je ne sais pas si tu te souviens, quand le PNP est sorti en 2017 et la répression comme réponse a été très dure. Je l'avais dit ici même que il n'y a rien de plus proche de Kabylie que les Kotokoli et les Losso.
que si un problème arrive dans cette région, c'est par conciliabule que ça doit se résoudre. Et je suis étonné que chaque fois, à chaque problème, nous avons une seule réponse, la violence. Moi, ça me fait toujours mal dans ma chambre quand je vois que les Togolais, pour aucun problème, ne peuvent s'asseoir à une seule table et discuter. À propos de la violence, je rappelle que déjà le vendredi, la population de Sioux s'était rendue à Niamtougou. D'après ce que nous avons appris, ça s'est passé dans une ambiance bon enfant. Hier même, ça avait bien commencé jusqu'à ce que les manifestants donnaient l'impression de prendre le préfet en otage. C'est là que la sécurité a exfiltré le préfet. D'après ce que nous avons appris ici, c'est à partir de ce moment-là qu'il y a eu quelques actions de violence. Oui, moi, quand je parle de ma culture élevée, c'est pour ça la dernière fois, je suis parti de ma culture élevée, quand j'ai appelé M. Assouma à souhaiter un joyeux anniversaire à Monseigneur Kodjiro. Quoi qu'on dise, Kodjiro a 90 ans. C'est notre doyen d'âge. Il est plus âgé qu'Assouma, il est plus âgé que moi, il est plus âgé que le président Faure. Vous voyez, la manière de résoudre nos problèmes ne témoigne pas encore que nous sommes un peuple mûr. Il y a trop de violence, trop d'insultes, trop d'irrespect. Oui, je comprends les Naoudaba, parce qu'après la prestation de serment, personne ne s'entendait que cette personne qui a participé à la chose disparaisse brusquement de façon violente. Je comprends la population, ils sont choqués. Bon, nous sommes tous nombreux à ne pas comprendre, mais dites-nous encore, Primus, comment vous pouvez expliquer que Noël Bataka et Gilbert Bahara, qui sont des fils de la localité, qui sont ministres, ont été dépêchés sur les lieux et que leurs propres parents leur ont fermé la porte? Ils sont fâchés. Ils sont très fâchés. Moi-même, je me souviens quand on voulait enterrer Ita Djourias, qui est ma cousine, et en même temps la femme de mon frère, on a pris les gendarmes pour empêcher. Les gens étaient dit qu'ils ne veulent pas voir le cercueil. On était obligé d'aller appeler les gendarmes pour pouvoir l'enterrer. Donc, une population choquée, révoltée, vous ne l'apaisez pas. Vous ne l'apaisez pas. Merci. Alors, Eric Johnson, d'après ce que nous avons appris hier à Niamtougou, les gens de Sioux disent ne pas comprendre que jusqu'à présent, le gouvernement ne les enferme pas officiellement de la disparition de leurs frères et qu'on a trouvé le temps de nommer son successeur qui a pris fonction. Et ils disent en prendre acte et disent qu'ils réclament le corps de Madjoulba qu'ils veulent enterrer entre eux selon les rites Naoudaba sans présence officielle de l'État togolais. Mais est-ce que les enquêtes sont à terme? Il faut finir les enquêtes pour pouvoir libérer le corps. Si on libère le corps et après une autopsie et qui révèle encore, l'enquête révèle d'autres choses, en ce moment, on sera encore peut-être obligé d'autopsier le même corps. Mais si cela n'a pas été fait, pourquoi on réclame le corps? De toutes les façons, comme mes collègues l'ont déjà dit, il faut que les cœurs s'apaisent. C'est vrai, une disparition de cette manière tragique, franchement, tout le monde est sonné. Les populations ne peuvent jamais accepter une telle chose. Pourquoi c'est à elles ça arrive et pourquoi pas aux autres? Mais Eric, ça arrive aussi à d'autres communautés dans le pays. Oui, mais de cette manière-là, franchement, c'est très touchant. Et tout le monde est écœuré d'entendre que au lendemain de la prestation de serment du chef de l'État, qu'un officier de ce rang soit assassiné dans son bureau, dans un camp. C'est pas à son domicile, c'est dans un camp. C'est extrêmement grave. Maintenant, ce que les populations demandent, je pense que il faudrait quand même écouter les envoyés du gouvernement pour savoir si c'est les explications qu'on veut leur donner ou autre chose.
c'est vrai qu'on va chercher à les apaiser, à leur demander de ne pas faire trop de bruit parce que on finira par découvrir ceux qui ont commis ce forfait-là. Néanmoins, il faut écouter. Pourquoi vous renvoyez les gens qui vous sont envoyés pour vous parler? Et dans le même temps, vous réclamez le corps. Qui va vous apporter le corps si ce n'est pas des envoyés du gouvernement? Parce qu'aujourd'hui, c'est un officier supérieur de l'armée qui est assassiné. Donc, tout ce qui doit être fait, c'est avec le gouvernement. C'est le gouvernement, la haute autorité de l'armée, c'est sous leur autorité que tout ça là doit se faire. Donc, il faut écouter les gens, il faut les écouter. Et quand même, que vous les aimez ou pas, c'est pas le moment, parce que vous êtes en deuil. Comment vous êtes en deuil et vous voulez sortir, faire la violence dehors, etc., renvoyer des gens. Je pense qu'il faut quand même continuer par apaiser les populations, apaiser les cœurs, la famille éplorée et tout ça. Une fois encore, nos condoléances. Il y a des détails qui doivent interpeller. Je rappelle encore une fois que la famille Madjoulba de Sioux n'a pas voulu recevoir et écouter les ministres Bawara, Bataka, qui sont de la même localité, disons même de la même famille. Non seulement de la même localité, si je vous dis les liens qui existent entre l'officier défunt et assassiné et le ministre Bawara, mais ils sont très proches. Ils sont du même vestibule, d'après ce que nous avons appris. Ils sont très proches. Et puis, Primus, pour continuer, c'est la population qui criait qu'il exigeait le corps de Madjoulba, qu'il voulait enterrer selon leurs rites ancestraux Losso, sans la présence d'un officiel. Alors, cela ressemble à une forme de divorce entre la famille Madjoulba et l'État togolais. Or, Toussaint Madjoulba fut un officier supérieur. Nous apprenons que son frère, Calixte, qui est également colonel de l'armée togolaise, ambassadeur du Togo en France, est un grand serviteur de l'État. Leur papa fut même ancien combattant, grand militaire de la classe de Fenyassimbe Yadema. Qu'est-ce qui peut arriver que cette famille qui a symbolisé la République se trouve aujourd'hui en divorce avec la même République? Non, un assassinat, c'est un aboutissement final. Et quels sont les antécédents? Qu'est-ce qui a conduit à l'acte final? Parce que ce qui s'est passé lundi, qui a choqué tout le monde, c'est l'aboutissement d'un processus. Et il a commencé quand et où? Nous, on ne peut pas savoir. Donc, peut-être qu'ils sont au courant de ça. Et puis, de deux, je ne vois jamais dans la résolution de nos problèmes, nos traditions réagir. Monsieur le ministre Bawara, il est Naoudaba. Madjoulba est Naoudaba. Le peuple aussi est Naoudaba. Il doit connaître le rythme de son peuple. Oui, et savoir comment l'aborder. Merci. Question très sensible à cela. Nous n'avons pas de réponse, mais nous pouvons que nous poser des questions, réfléchir. Et à ce niveau, il y a une réflexion d'un universitaire, le professeur Nsinto Lawson, qui publie une tribune à la page 2 de Liberté intitulée « La République à l'épreuve des ethnies ». C'est une réflexion que je me permets de vous recommander. Je l'ai lue. Cette réflexion me semble contenir des pistes, des interpellations intéressantes. Malheureusement, on n'a pas le temps d'en débattre, mais Montosa, vous le lirez. Qu'est-ce qu'il dit? En résumé, il dit quoi? En résumé, il oppose la République qui doit être une et égalitaire, indivisible, avec nos ethnies qui sont beaucoup plus communautaires. Non, Primus, je n'ai pas encore lu l'article. Je ne le lirai même pas. Ok. Bon, si vous sifflez la fin du match, avant même qu'on ait commencé, Montosa? Non. Montosa d'abord? Non, mais une petite réflexion encore pour dire que mais dans des circonstances comme ça, quand on est à la recherche de l'assassin ou des assassins, il faut faire extrêmement attention pour ne pas rajouter une cause. C'est-à-dire qu'il faut faire extrêmement attention pour ne pas commettre d'autres drames, en cherchant à se venger ou à venger une mort.
Mais c'est extrêmement important parce que quand on voit justement tout ce qui se passe, quand on écoute les uns les autres, etc., c'est pour ça, je pense, et Eric l'a dit d'une certaine manière, mais le revers de la médaille qu'on peut appeler la vengeance, c'est l'amour. Il faut faire extrêmement attention. Il faut faire extrêmement attention. De toutes les façons, il est clair que un crime ne demeure jamais impuni. Un crime ne demeure jamais impuni. Souhaitons vivement que... Ici ou ailleurs, oui, le crime est toujours puni. Ça, je pense que c'est important. Et la vengeance même est un art. Il faut travailler sur cet art-là. Merci. Espérons que l'enquête judiciaire diligentée par le procureur de la République et l'enquête spéciale conduite par le général Yap aboutissent rapidement à des conclusions. Mais je ne vous cache pas que le républicain que j'aime être, je me pose des questions. Comment est-ce qu'une famille Madjoulba, de père en fils, officier de l'armée togolaise, se montre aujourd'hui en divorce avec la même République au point qu'ils exigent leur corps qu'ils veulent enterrer en famille sans la République? Si quelqu'un a des réponses à cette question, je voudrais bien être éclairé. Attention, il ne faudrait pas non plus créer des problèmes là où il n'y en a pas. Dans cette réflexion, est-ce que l'on est sûr que c'est la famille directe, la famille proche du colonel qui demande le corps à enterrer? Est-ce que ce ne sont pas plutôt les populations qui se font le porte-parole de cette famille-là pour réclamer le corps? Est-ce que c'est la famille qui est en disgrâce? Est-ce que c'est la famille qui va à l'encontre des décisions du gouvernement, etc.? Il faut qu'on soit vraiment sûr de cette question-là avant de se prononcer. Merci. Nous suspendons nos échanges ici. Après un moment, nous ouvrons sur vous, sur les deux numéros, le 22 21 33 74 ou bien le 22 20 19 68. 93.5 Canal FM. Eh bien, la parole est à vous à présent. Merci de faire bref et de nous enrichir par vos questions, vos critiques, vos compléments. Bonjour l'ami en ligne. Allô? Allô, bonjour monsieur Sam. Oui, c'est monsieur? Monsieur Eric depuis Agouet. Eric depuis Agouet, nous écoutons. Oui, bonjour le plateau. Oui. Oui, monsieur Sass, monsieur Eric nous parle de quelle enquête? Je pense que c'est pour nous divertir. Je vais vous donner 3 observations rapidement. Le chef d'État ici nous a parlé d'une minorité. Est-ce que vous avez vu le chef de l'État les a arrêtés une fois? Plutôt, pour nous, il les a offert de belles promotions. Un premier ministre ici nous a dit que personne ne va garder un centime. Il est là physiquement, on dit on fait enquête. Ça aboutit jusqu'à quand? On ne sait pas. On a parlé de la route. Un ministre a dit que Applicia. Celui qui a volé l'argent est là, vous dites vous faites enquête. Maintenant on dit, on crée cette condition spéciale pour l'enquête pour l'individu qui a tué quelqu'un qu'on ne peut pas connaître. Vous êtes sûr qu'on peut nous trouver l'individu inconnu là demain? C'est ma préoccupation. Merci Eric Dagoué. Eric, Hugues Johnson, vous répondez à votre homonyme? Ce qu'il a dit au début de... Il dit que les enquêtes créées autour de la mort de Madjoulba, c'est pour amuser la galerie. Endormir un peu la population. Oui. Ça a toujours été la réaction des populations parce que les gens veulent toujours avoir tout de suite l'information. Mais attention, on ne peut pas... par exemple, il a parlé d'un ministre qui a volé, de quelqu'un, d'un premier ministre qui a dit personne prendra un centime, etc. C'est des paroles. Mais dans la réalité, si on lui demande de démontrer tout ça, il pourra pas. Donc c'est par des enquêtes diligentées qu'on peut aboutir à des conclusions. Eh bien, espérons que le général Yark et le procureur vont démentir tous les sceptiques sur la mort de Madjoulba. Le suivant, bonjour. Allô, bonjour. Allô, bonjour, l'ami en ligne. Oui, bonjour. C'est monsieur? Monsieur Thomas. Thomas. Oui. Ok, allez-y. Oui, c'est par rapport à la mort de l'officier. Oui.
Moi, c'est un nom que moi, je n'ai jamais attendu. Quand j'ai appris qu'il y a un Majulba qui a été tué, j'étais sidéré, j'ai pleuré dans ma chambre. Parce que je n'en croyais pas. Est-ce qu'on ne peut pas demander aux militaires qui sont dans le camp, si personne n'a vu entrer quelqu'un dans le bureau de Majulba avant qu'on en l'assassine? Moi, c'est ma question. Primus, je crois que c'est l'objet de l'enquête que va conduire le général Yark. C'est un commandant d'une brigade. Comment il fait sa garde à l'intérieur du camp? Oui, Primus, je pense que c'est l'enquête que va conduire Yark, n'est-ce pas? C'est un commandant, c'est pas un soldat des troupes, c'est un commandant. Oui, d'accord. Oui. Mais qui est encore dans son bureau. Oui. Donc il n'y a personne devant la porte. Voilà, Primus, le problème maintenant, est-ce que ce n'est pas le travail que Yark va faire pour nous éclairer? Le ministre Yark lui-même, il est général. Bon, nous prenons l'auditeur suivant. Bonjour. Allô, bonjour. Oui, bonjour. Oui, c'est monsieur? C'est monsieur Rémi. Rémi. Oui, bonjour le plateau. Nous vous écoutons. Merci bien. Je voudrais, par votre mission, saluer le chef de l'État. Mais voici ma préoccupation. Pendant que le chef de l'État a décrété les mesures sanitaires, je me rends compte que lui-même, il ne porte jamais de cache-nez. Mais et pourtant, la charité bien ordonnée devait commencer par soi-même. À la prestation de serment, nous l'avons vu, il n'a pas porté de cache-nez. Pourtant, tous ceux-là qui étaient présents en avaient porté. Quelle est la raison qui le motive? Oui, parce qu'il doit nous servir de bon exemple. Nous-mêmes, journalistes, nous posons la question. Donc, nous lui renvoyons la question. Est-ce qu'il ne devrait pas donner l'exemple lui-même? Nous prenons le suivant déjà en ligne. Bonjour. Bonjour, monsieur Sass. Oui, c'est monsieur? C'est monsieur Luc Orga, depuis Agbelevé. Agbelevé? Oui. Ah, c'est heureux d'avoir un Togolais un compatriote du Togo profond. Merci beaucoup. Concernant la question du décès du colonel, chez nous, souvent on dit, par exemple, quelqu'un qui est décédé d'un accident, on dit souvent Amekou Djogbekou. Donc, en principe, la population et la famille avaient totalement raison. Parce que quelqu'un qui est décédé accidentellement, on l'enterre en même temps. Donc, comme on connaît les enquêtes chez nous au Togo ici, vous voyez du moins que cette population aurait le bénéfice du doute par rapport aux précédentes enquêtes. D'énormes irrégularités ont été constatées dans les enquêtes. Donc, cette population a le plein droit de réclamer le corps de leur fils et de l'enterrer en même temps. De quoi attendre une quelconque enquête, une parodie d'enquête d'ailleurs, qui n'aboutira jamais. Bon, c'est tout ce que moi j'ai à dire. Nous vous comprenons, mais est-ce que vous n'avez pas besoin de savoir les circonstances de sa mort? Bien sûr, c'est le souhait du peuple togolais. Mais c'est que quelqu'un l'avait dit hier, que ça serait l'enquête la plus rapide au monde. Mais vous voyez, ça fait pratiquement 9 jours. Aucune enquête, aucune information pour le moment ne circule pas. Donc ce sont les substitutions. Donc ça serait l'enquête la plus rapide au monde. Et ça fait 9 jours. Comme ça qu'on attend toujours les enquêtes. Donc c'est dommage. Donc on ne peut jamais rien attendre de cette enquête. Vous sifflez la fin du match alors qu'on n'a pas encore donné le coup d'envoi. Ok, nous prenons l'auditeur suivant. Bonjour. Bonjour. Oui, c'est monsieur? Monsieur Gustave de Adamavo. Adamavo, oui, allez-y. Ouais. Tout d'abord, je salue vos invités. Et je salue la famille du défunt aussi, Madjoulba. J'aimerais demander à la population de Niamtougou d'être calme, d'être à l'écoute de ce que le gouvernement va les apporter comme conseil ou bien leurs paroles. Dans la vie, il ne faut pas se presser. Et quand on dit dans un langage donné qu'il va lentement, actuellement le corps, on est en train de faire des autopsies sur le corps. Donc moi je vais demander à la population, nos frères Naoudouba de garder leur patience. Que il n'y a rien qui est caché devant Dieu.
Et on va trouver aussi le meilleur piste pour pouvoir dire ce qui est en main le truc. Moi, je plierais aussi le gouvernement de prendre attache avec le grand frère de Toussaint, parce que son nom c'est Toussaint Madjoulba Bitala, de prendre attache avec son grand frère qui est l'ambassadeur en France, de prendre le devant de toutes les faits et d'être proche à ses frères à Niamtougou, précisément dans le canton du Sioux. Merci beaucoup. Comme ça, là, je crois que ça peut aller. Tout ce que nous disons, parce que quand nous parlons des trucs, ce qui se passe dans l'armée, c'est pas tout ce qui se passe en dehors du corps des civils, que ça se passe, c'est comme ça dans l'armée. Non. L'hierarchie de l'armée est différente de nous les civils. Et il faut que nous comprenions tous que Dieu va nous instruire et son assassin sera retrouvé. Amen. Allô? Oui, nous prenons le suivant. Bonjour. Oui, bonjour. C'est monsieur Roland. Roland. Oui. Oui, allez-y. Enfin, vous savez, s'il y a une chose qui marche au Togo, c'est la sécurité. Donc, on ne peut pas nous dire qu'un colonel assassiné, pas chez lui à la maison, au camp, pas dans la cour du camp, dans son bureau, et à peine 9 jours ne trouve pas le coupable. C'est un peu dur quand même. Bonne journée à vous. Bonne journée à vous aussi. Déjà, le suivant, bonjour. Allô, bonjour l'ami. Allô. Allô. Oui, bonjour. Bonjour. C'est monsieur Rambo de Sioux. Rambo. De Sioux. De Sioux. Oui. Ok, allez-y. Le dernier journaliste qui a parlé avant que vous nous passiez la ligne là, ce qu'il a dit là, je n'ai pas bien compris. Bon, il a dit c'est la famille proche qui réclame ou bien c'est la population. Oui. Bon, je voulais demander, si c'est la population, qu'est-ce qu'il a à dire? Si c'est la famille, qu'est-ce qu'il a à dire? Il y a quelque chose qui s'est passé. On doit aller pas à pas. Mais je vous dis que je suis dessus. C'est mon frère. Ce qu'il vient de dire là, ça ne m'a pas plu. Vous me comprenez? Oui, non. Allez tout droit. Ne contournez pas. Ok. Vous me comprenez, non? Nous essayons. Je vous dis que je suis dessus. Oui. Ça m'a déjà blessé. Ce qu'il vient de dire là. Non, que ça ne vous blesse pas. Que ça ne vous blesse pas, s'il vous plaît. Non, c'est une vérité, je vous dis. Non. Que ça ne vous blesse pas. Vous les journalistes là, c'est ce que vous faites souvent. Oh. Soyez direct. Okay. Vous me comprenez, non? Merci. Ouais, Nous allons être directs par rapport au fait et par rapport également à la bienséance. Oui, Eric. Oui, parce qu'il n'a pas compris exactement ce que je disais. C'est quand vous disiez, quand ça se disait justement, que qu'est-ce qui peut se passer et que cette famille-là soit une famille grand serviteur de l'État se montre aujourd'hui en divorce avec la République. Et c'est là où j'ai posé la question de savoir, est-ce que c'est la famille directe qui demande le corps ou c'est les populations? Faut pas créer d'autres problèmes là où il y en a pas, c'est tout. Merci. L'auditeur suivant, bonjour. Allô? Oui. Bonjour, monsieur. Oui, c'est monsieur? Lawson. Pardon? Lawson. Oui. Oui, allez-y. Salut le plateau. Nous vous saluons aussi. Tout précisément, monsieur, Dieu donné mon chanson pour la CNAM. Diminuez un peu le volume de votre poste, s'il vous plaît. Tout précisément, monsieur, Dieu donné pour la CNAM. Oui. Ceci à l'endroit de tous les Togolais, de la diaspora, ainsi que ceux qui sont ici au pays. Il est de notre devoir d'attendre le résultat de la commission mise en place par le gouvernement. Je pense que monsieur Sass m'écoute. Et tous ceux qui montent sur les radios sociaux pour droiter des officiers, je dis non, en tant que citoyen. Je vous remercie. Je vous en prie, j'aurais aimé que notre ami fût beaucoup plus explicite. Oui, mais peut-être pour me faire davantage clair, c'est que... Mais supposons qu'on retrouve aujourd'hui les assassins ou l'assassin du colonel Madjoulba.
qu'est-ce qui va se passer, supposons? Est-ce qu'il faut commettre un crime parce que l'assassin a commis un crime? Mais attention, mais faisons extrêmement attention. C'est pour ça que moi, je pense humblement qu'il faut que les cœurs s'apaisent vraiment. C'est vrai que quand des situations comme ça se présentent, ça fait très très mal. On n'a pas besoin de connaître les défunts pour justement être sonnés. On est tous sonnés. Ça nous fait tous mal. Mais si on trouve aujourd'hui l'assassin, que va-t-il se passer? C'est la loi qui devra s'appliquer en la matière. Est-ce qu'il faut tuer l'assassin? Nullement. En tout cas, la loi décidera. L'auditeur suivant, bonjour. Oui, bonjour, ça c'est sur le plateau. Oui. C'est M. Agbehonou d'Atiégou. Oui, Agbehonou, allez-y. Bon, je saute de la famille de Majulba pour parler de la situation de la Guinée. Là. Si tu bois l'eau de la vallée, respecte les lois de la vallée. Oui. Par analogie, M. Agbehonou d'Atiégou dirait, si tu fais partie d'un secte, respecte les totems du secte. Cependant, retenons qu'aucune loi n'atteigne aucune loi de la nature divine qui ne crée jamais de victimes. Néanmoins, respectons absolument les mesures barrières dictées par l'État togolais. 2. N'est-ce pas, coronavirus vient de confirmer davantage à toutes les races humaines à travers Madagascar que l'Afrique est le berceau de l'humanité. Bonne réflexion à tous. Merci, monsieur le philosophe. Nous prenons encore deux auditeurs. Bonjour. Bonjour, monsieur Sass. Oui, c'est monsieur? C'est Mathieu Combaté. Mathieu Combaté. Oui. Nous vous écoutons. Oui, s'il vous plaît, je voudrais attirer l'attention de tout le monde que qu'on soit général, ministre, je ne sais quoi, ambassadeur, on n'est pas en sécurité. Seul le chef de l'État est en sécurité. C'est la preuve. Donc, que nos ministres, qui souvent nous parlent mal, se comportent mal dans les quartiers, même leurs épouses, leurs enfants hautains, qu'ils sachent qu'un petit truc peut les abattre. Pas de menaces, s'il vous plaît. Non, ce ne sont pas des menaces. Mais le cas de notre frère nous interpelle tous. Il n'est pas le seul à mourir. Après les élections, ils sont nombreux, ces officiers, ces soldats de rang. D'autres sont courtistes dans les prisons. On ne le dit pas, c'est parce que la presse ne dit pas tout. Vous le savez vous-même. Nous avons des frères qu'on a gardés, des officiers, pas des petits. Donc c'est pour dire que c'est la suite logique des élections qui a abouti à la mort de notre frère colonel. Donc, seul le chef de l'État est en sécurité parce qu'il y a les Israéliens, les Rwandais autour de lui. Nous autres, attention, nous ne sommes que des mouches. Et pour finir, vous savez, votre émission est d'une grande écoute. Et nous qui vous appelons, nous prenons notre courage à deux mains. Parce que c'est facile de nous retracer, à connaître les numéros qui ont appelé et de nous tuer comme des lapins. Ça, c'est trop facile pour ce gouvernement. Donc, nous leur donnons nos vies, qu'ils en fassent ce qu'ils veulent. Merci. Je vous en prie, mais rassurez-vous que nous prenons toutes les dispositions pour que vous gardiez votre anonymat quand vous participez dans l'émission avec nous. Nous prenons le dernier auditeur aujourd'hui. Bonjour. Oui, bonjour. C'est monsieur? Ah, monsieur Clément. Clément. Oui, oui. Allez-y. Écoutez, il faut quand même s'incliner devant la dépouille de ce valeureux officier. Oui. Je voudrais tout autant appeler tous les Togolais à arrêter la spéculation, à faire une trêve d'un certain nombre de choses qui sont véhiculées tout au moins sur les réseaux sociaux, qui attestent que c'est tel ou tel autre qui aurait été à la base du forfait. Et je voudrais aussi rajouter que le Togo n'a pas besoin de ça. Mais l'aspect communautariste de ce qui se passe à Sioux ne doit pas être au-dessus de nos institutions de l'État. Il faut que les populations de Sioux s'apaisent et attendent que l'État, sinon le chef de l'État, le premier magistrat qui a commis l'enquête, puisse nous livrer les résultats. Merci, je salue le plateau. Je vous en prie, chers amis, vous tous qui nous avez enrichis par vos pistes de questionnement, vos contributions.
Merci à vous. Donc, question très sensible. Mais encore une fois, même si Primus n'est pas très d'accord, je vous exhorte. Je vous recommande la réflexion du professeur Nsinto Lawson. La République a l'épreuve des ethnies. Non, ça, il y a des pistes. La République est la résultante des ethnies. Quand il parle de l'indivisibilité de la République, il s'est déjà trompé. Merci. Le Togo, quand même, indivisible. Le Togo qui doit être riche de la quarantaine d'ethnies que nous sommes sur ce rectangle du Togo. Alors, le dernier auditeur a parlé du premier magistrat du Togo, le chef de l'État, Faure Gnassingbé. Le président de la République qui vient de retrouver une autre prérogative, Eric Johnson, avec la dernière modification de la Constitution. La suite logique, c'est que le président de la République va désormais présider le Conseil supérieur de la magistrature. C'est l'objet de votre article, L'Union pour la patrie. Oui, bien sûr. À la suite de la modification de la loi fondamentale le 15 mai 2019, le juge de Gamato, le magistrat Akakbovi Gamato, qui est président de la Cour suprême et en même temps président du Conseil de la magistrature suprême supérieure, a posé la question à la Cour constitutionnelle pour savoir est-ce que le président de la République doit-il présider le Conseil supérieur de la magistrature? Et donc, la réponse du juge constitutionnel a été très claire. C'est le président de la République peut désormais présider le Conseil de la magistrature suprême, malgré la séparation des pouvoirs. Merci. Donc, jusqu'à la dernière modification, c'était le président de la Cour suprême qui présidait le Conseil supérieur de la magistrature. Mais avec la dernière modification, surtout l'article 116, où l'alinéa 2 a été enlevé, donc qui ne permet plus au président de la Cour suprême de présider le CMS. Et nuance importante, c'est le président Gamato qui a sollicité l'arbitrage de la Cour constitutionnelle. Et la réponse, c'est celle-ci. Le président de la République, garant de l'indépendance de la justice, de l'impartialité, du professionnalisme, de la probité, de l'intégrité et de la dignité de la magistrature, préside le Conseil supérieur de la magistrature. C'est l'arbitrage de la Cour constitutionnelle. Il devrait la présider par délégation. Ok, vous allez... C'est votre contribution aussi. Merci. Nous arrivons au terme de cette émission. Vous avez chacun 60 secondes pour un dernier complément d'information assorti de votre carton. Commençons par le plus jeune, Monchoso Dieudonné Korolakna. Le plus jeune, mais il n'est pas facile d'avoir 77 ans, je te précise. En tout cas, vous n'avez pas 77 ans. Non, mais encore une fois, la question de la mort tragique du colonel Madjoulba est revenue abondamment. Une fois encore, je le dis, les mots ne suffisent pas pour apaiser les cœurs, mais autant que nous le pouvons, apaisons-nous. Ce n'est pas facile, nous le savons. Deuxième chose, tout à l'heure, un auditeur a interpellé le chef de l'État à savoir pourquoi est-ce qu'il ne porte pas de masque, etc. En réfléchissant, je me suis dit, mais quand on fait le tour des images de certains grands hommes politiques de ce monde, on a par exemple un Donald Trump qu'on n'a jamais vu porter des masques. On a par exemple Angela Merkel. En tout cas, moi, j'ai jamais vu une image sur laquelle Angela Merkel, Donald Trump ou même le président français Trump portait des masques. Si, il a en tout cas, Donald Trump au moins, Donald Trump, Angela Merkel au moins, je suis très sûr que rarement, bref, je les ai jamais vus. Mais Emmanuel Macron, lui, en porte. Mais non. Après, ça peut. Je ne fais pas l'avocat de qui que ce soit, mais
Mais en fait, les hommes d'État de ce niveau, en fait, à un moment, il me semble, c'est mon humble avis, ont toujours des identités, ont toujours des marques, entre guillemets. Quand on parle d'identité, mais c'est tout un ensemble, il y a le style de la personne, etc., etc. Donc, c'est des choix quand on est un homme politique de ce rang, qu'on assume. Maintenant, après, c'est vrai, il y a une situation, l'auditeur faisait bien de dire que il faut bien que Faure Gnassingbé donne l'exemple, mais je dis simplement qu'il existe aussi de ces hommes d'État faut parler très aussi, importants. Mais il faut ajouter que le président chinois Xi Jinping également a porté les masques quand il est allé sur le terrain pour sensibiliser l'enseignant que j'ai commencé à être un parler de la pédagogie de l'exemple. Maintenant, votre carton, Montioso. Mais ça, le carton, mais c'est le président malgache. L'ancien DJ devenu chef d'État. Mais franchement, je pense qu'il mérite un carton vert. Carton vert au président malgache. Eric Hugues Pakujo Johnson. Je voudrais, avant de donner mon carton, je voudrais dire à nos frères de Sioux qui sont très touchés par le décès de leur frère, qui est également notre frère, notre compatriote, le colonel Madjouba. Je voudrais leur dire que nos condoléances ne peuvent pas les apaiser, mais il faut qu'ils comprennent que c'est une situation qui touche toute la population togolaise et que tout le monde est de cœur avec elle, mais que les gens ne se permettent pas, en cette période très difficile, de les manipuler encore par rapport à cette situation. Ils souffrent déjà. C'est des gens qui souffrent dans leur corps et dans leur âme. Quand nous parlons nous évoquons cette situation ici, c'est pour donner des informations, c'est pour appeler les gens quand même à l'apaisement, etc. Ce n'est nullement pour les révolter ou leur faire encore du mal. C'est nous tous Togolais qui portons le deuil de la famille Madjouba. Maintenant, votre carton? Pas de carton. Merci de passer. Primus Doche Genou Arlija. Oui, j'ai voulu donner un carton vert au ministre qui sera au front contre le Covid-19. Mais je n'en vois pas. Comment? Je n'en vois pas. Le ministre qui est au front? Un ministre qui se bat pour ce virus-là. Mais à défaut de ministre, il y a le chef de l'État lui-même qui préside les comités. C'est les radios seulement qui sont au front. Eh bien, attribuez votre carton aux radios. Merci, c'est fini pour aujourd'hui. Nous nous retrouvons demain, mercredi à 11h, si Dieu le veut, et prions que Dieu le veuille.